C'est chez Pasta Games, un studio de développement qui partage ses locaux avec un autre studio à échelle humaine, Arkedo, que nous avons découvert une production DS aussi originale qu'atypique. Un peu comme si ce quartier abritait un petit groupe d'irréductibles amateurs de 2D branchés rétro gaming, dont la spécialité serait de proposer des game design certes référencés, mais capables de transcender et de jouer de ces références pour proposer des titres originaux faisant usage des spécificités de la portable Nintendo. Pour nous parler de Maestro Jumpin' Music, un jeu de plateforme musicale où l'on gratte des cordes et tout un tas de bestioles rigolotes pour faire sauter un petit piaf, nous avons rencontré Hervé et Nadim. Alors bonjour, je m'appelle Nadim Haddad et je suis faiseur de règles depuis 5 ans déjà. Je m'appelle Hervé Barbaresi, je suis directeur artistique chez Pasta Games. Je me suis retrouvé dans ce métier parce que je voulais absolument raconter des histoires. Moi je suis rentré dans le jeu vidéo un peu par culot, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire mais pour lequel j'étais absolument pas formé. Alors j'ai décidé que j'allais travailler, j'allais essayer dans un studio de cinéma, d'animation. Et j'ai travaillé 6 mois et j'ai animé une petite fille avec un ballon dans un long métrage. Et je me suis dit 6 mois pour animer une petite fille avec un ballon, c'est peut-être pas la meilleure voie pour finir à raconter des histoires. À la base, je suis passé par une filière classique de bac, gestion compta, enfin bon, rien à voir. Et puis c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Du coup, un jour, je me suis retrouvé entre 2 petits boulots à me dire que c'était peut-être le moment de tenter ma chance et puis d'aller taper aux portes, quoi, tout simplement. Donc je me suis tourné vers une autre passion que j'avais, qui était la réalisation de jeux vidéo pour le coup, d'inventer des petits jeux, inventer des règles, inventer des petits trucs avec des amis. Et donc je me suis retrouvé à travailler pour une société de jeux vidéo sur téléphone portable à l'époque. Et petit à petit, pierre après pierre, je me retrouve dans cette société Pasta Games avec qui on fait des jeux en ce moment pour DS. Et j'ai commencé les jeux vidéo à bosser il y a à peu près 10 ans, en tant que graphiste pixel, chose que je continue à faire. Le premier jeu sur lequel a travaillé Hervé Barbaresi était la version GBA de K.O. le kangourou chez Titus Interactive. Alors que Nadim, plus jeune, grand amateur de jeux de plateau, jouait encore aux tuniques bleues sur Atari ST. Ils se sont retrouvés tous deux à travailler sur des jeux pour téléphone portable, avant de finalement pouvoir donner leur pleine mesure chez Pasta Games. Pasta Games à la base c'est des jeux pour l'apéro, faits avec les doigts, par des artisans du sud de la Loire, du nord du sud de la Loire, précise. Et ce sont des jeux qui à la base étaient des petits jeux qui étaient voués à être flash, pas forcément flash mais sur internet, sur téléphone, etc. C'est une société qui a bientôt 10 ans, qui a eu plusieurs vies, qui a eu plusieurs morts et qui aujourd'hui revit dans une totalement nouvelle configuration. L'équipe a donc commencé par développer des jeux sous licence, comme Build-A-Bear, destiné surtout au public américain, ainsi que Baby Life. Ils ont ainsi pu apprendre à maîtriser la DS pour finalement parvenir à travailler par intermittence sur un projet bien à eux. Travailler sur DS, c'est totalement différent de travailler sur les autres consoles. C'est totalement différent de travailler même sur des téléphones. Parce que travailler sur DS, il y a un contact direct avec l'action. Alors ça change un petit peu la façon de réfléchir, ça change la façon de concevoir le jeu, ça change la façon de coder tout ça. Donc on s'est familiarisé un petit peu avec cet outil, avec cette plateforme grâce à Build-A-Bear, notre premier jeu. Et ensuite on a fait 2 autres jeux à façon. Et pendant ce temps, pendant qu'on développe des jeux pour les autres, pour des clients qui ont des licences, qui ont des envies, qui ont des désirs, etc., on fait notre propre jeu de notre côté, sur notre temps libre. C'est vrai que ça, le fait d'avoir une production un peu morcelée comme ça sur un projet, comme on a eu pour Maestro, ça a quelques inconvénients et ça a des super avantages. On développe les briques du game concept et du prototype très doucement, on prend notre temps pour être fier de notre résultat et pour être sûr que ce qu'on fait va tenir dans la longueur, que c'est pas un gameplay qui est efficace, rapidement, sympathique, mais dont on se passe au bout de 5 minutes. Quelquefois, le fait qu'on ait des pauses imposées par d'autres projets, c'était assez salvateur pour moi. Ça me laissait pas mal de temps pour réfléchir et je savais que le jour où j'avais la possibilité de m'y remettre, ça sortirait plus facilement que si j'avais dû enchaîner sans pause. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps, on a pris quasiment 2 ans de recherche et de développement sur ce projet pour être certain que notre prototype non seulement était amusant à jouer en tant que prototype, mais permettrait de faire un jeu complet qui tienne la route sur le long terme. L'idée de Maestro est partie au tout début d'un jeu sur téléphone portable développé auparavant dans l'une des autres vies de l'équipe qui constitue aujourd'hui Pasta Games. Mais très vite, ils se sont éloignés du principe de ce jeu de plateforme à une seule touche pour tenter une nouvelle approche beaucoup plus ambitieuse et musicale.
Alors la première fois que Fabien, donc notre boss, m'a parlé de Maestro, il y avait un enthousiasme qui se dégageait de sa présentation qui était évident, et à la fois j'avais à l'époque pas mal de mal à voir où il voulait en venir. Après cette première réunion autour de ce projet-là, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à gamberger et à ramasser toutes les pièces de puzzle qu'il avait pu me lancer pendant l'entretien, et à me dire mais à quoi ça va ressembler au final. Alors autant il peut avoir l'enthousiasme facile, autant quand il est enthousiaste, c'est pas non plus pour rien. Et du coup ouais, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait bien pouvoir donner, quoi. Et je sentais que c'était une production qui allait être particulière dans la mesure où on avait un point de départ qui était assez fort. Dans ce jeu, on contrôle tout sauf le personnage. On contrôle la totalité de l'environnement. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir dans le jeu, tous les ennemis, tous les acteurs, toutes les cordes, tout ce qui va apparaître, on peut interagir avec. Et tout ce avec quoi on peut interagir va faire du son. Et va participer à la construction de la musique, va participer à la construction de la mélodie. Le point de départ, en fait, c'est finalement le même que celui qu'on a gardé et sur lequel on communique actuellement, quoi, à savoir un jeu de plateforme musicale. À mon avis, il y a beaucoup de jeux dans les 10 dernières années qui sont sortis qui ont essayé de fortement lier la musique et le gameplay. Je pense surtout à Rez. Rez qui est une de mes références principales, pas forcément pour ce jeu-là, mais qui est une de mes références principales globalement, où il y a un lien merveilleux entre la musique et le jeu. Alors moi, forcément, super amateur de jeux de plateforme, je me demandais bien ce qu'on allait pouvoir faire avec. Je savais pas dans quelle mesure, après c'était une question de proportion, quoi. La musicalité par rapport au gameplay plateforme, comment on va gérer les choses. Ça s'est construit tous ensemble. En fait, au tout début de ce projet, on a fait de la R&D qui était très amusante, avec Julien Arancourt qui a travaillé beaucoup sur ce projet et qui a passé 3 mois à faire un système de cordes physiques. Avec le stylet, c'est-à-dire qu'on gratte la corde et c'est un vrai élastique. Il envoie vraiment le personnage là en fonction de comment on a tiré. On a fait beaucoup de différentes itérations de ce petit moteur, de cette petite simulation de cordes physiques, jusqu'au point où on s'est retrouvé à se dire ça sert à rien de travailler sur le personnage directement et de le faire descendre pour le faire monter, parce qu'au début c'était un peu comme on travaillait sur le palais, c'est-à-dire qu'on prenait ce palais, on le tirait, ça tendait l'élastique, et ensuite on lâchait et c'est le personnage qui partait. Donc on avait un contrôle encore sur le personnage. Les chemins différents qu'aurait pu prendre le projet, c'était une question de dosage en fait, quoi. Disons qu'on peut très rapidement tomber dans quelque chose de super abscon avec ce genre de jeu, quoi. Du coup, il fallait trouver quand même quelque chose de rassurant, quoi. Il fallait quand même trouver une interface qui fasse pas trop peur. Et puis qui fasse « Allez, viens, voir, allez, c'est rigolo, il y a des couleurs ». Maestro Jumping Music est un jeu de plateforme musicale donc, où le joueur interagit avec tout sauf le personnage principal. Le look du jeu contribue d'ailleurs énormément à son charme et séduira à coup sûr les amateurs de rétro gaming et de l'esthétique pixel en général. Une direction artistique qui a bien sûr été influencée par les références 2D 8 et 16 bits de Hervé et de l'équipe Pasta Games. Moi, forcément, la 2D, c'est un premier amour, quoi. Donc, toutes mes références actuelles, elles sortent de là, hein, de toute façon. Et quelque part, j'ai mis certainement beaucoup plus de temps à m'adapter à la 3D, à la génération des jeux 3D, qu'à la 2D, où quelque part, j'étais peut-être un peu moins hermétique, quoi, on va dire. Beaucoup plus ouvert et beaucoup plus en demande. On est malgré tout des rétro gamers, on n'est pas si jeune que ça dans la société. D'ailleurs, je pense être le plus jeune. On a quelques cheveux blancs et quelques kilomètres au compteur. Et nous avons un graphiste qui est un demi-dieu chez les Chinois du pixel et qui a joué à tous les jeux, qui était fan de tous les jeux full 2D d'antan. Quand j'ai découvert les premiers Kirby, par exemple, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, parce qu'il y avait sous des dehors très, très basiques et très épurés, très rondouillards, très minimalistes, il y avait un souci du détail qui était génial. Après, c'est vrai que ce qu'a pu faire Capcom,
Enfin, même déjà sur 8 bits, déjà sur NES par exemple, les DuckTales, je trouvais qu'il y avait un boulot d'ambiance qui était incroyable, avec des mélodies qui restaient dans la tête, les Megaman, tout ça. Donc oui, effectivement, la 2D, ça reste quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose que j'aime continuer à faire, parce que, je sais pas, j'estime que c'est presque un devoir de mémoire, c'est assez bizarre. On rêvait depuis un moment de faire un jeu full pixel, on rêvait depuis un moment de faire un jeu avec des graphismes comme on les aimait, et qui malgré tout, on adore aussi la 3D, on n'est pas du tout réactionnaire sur la 2D c'était bien, la 3D c'est mauvais, au contraire. La preuve c'est que dans le jeu on a aussi beaucoup de 3D, on a des décors qui sont full 3D, on a d'ailleurs, on va pas non plus dévoiler les secrets, mais même la 2D dans le jeu c'est de la 3D. C'est-à-dire que c'est du pixel, certes, c'est du dessin animé pixel par pixel avec des animations plein d'images qui se défilent comme un dessin animé de l'époque, mais ça reste sur des plans en 3D, ça reste une gestion en termes de développement de 3D. J'avais pas de contraintes de base. Je savais que c'était l'occasion avec ce jeu de balancer des choses que j'aimais bien faire. Je trouvais ça plutôt rassurant aussi pour moi. Je trouvais que le principe du jeu était déjà assez particulier pour qu'en plus je ne parte pas dans des délires artistiques pas possibles. Parce qu'on aurait pu tomber dans un trip beaucoup plus austère et beaucoup plus... des carrés gris, quoi. On aurait pu faire des carrés gris avec une ligne jaune et hop, c'était réglé, quoi. Et l'assumer et en faire quelque chose qui aurait pu être considéré comme assez classe ou que sais-je, quoi. Mais quelque part, ça aurait été... On savait, on avait quand même bien le sentiment que c'était susceptible de devenir un jeu de niche, ce qu'on faisait. Et on voulait pas non plus tendre la joue par rapport à ça. Le premier décor que j'ai produit, c'était celui du baroque. On m'a dit, bon bah voilà, le thème c'est baroque. J'ai pensé Castlevania, comme j'aurais pu penser à autre chose. Et puis je me suis dit, tiens, Castlevania, j'ai super envie de faire un décor de Castlevania, allez hop. C'est vrai qu'à chaque nouvel environnement, à chaque nouvel ennemi, bon, ça s'est fait un peu comme ça, à l'impro, et puis il faut croire qu'on a bien fait les choses, puisque au final, ça matche bien. Après, le personnage principal, ça a été super compliqué, quoi. Fallait trouver quelque chose qui soit pas trop perturbant, quoi, en fait, qui distrait pas trop le joueur. On savait que dans le jeu, il allait falloir être attentif, il allait falloir être réactif. Et du coup, quelque chose de simple, avec une teinte dominante, c'était la contrainte que je m'étais fixée. Dans l'absolu, si Kirby n'avait pas existé, ce personnage aurait pu être Kirby. Et donc oui, un piaf sur des cordes, bon, sur des poteaux télégraphiques quelque part, ok, ça matchait bien. Il y a eu pas mal de tentatives, au début c'était un chien, au début c'était... et puis il manquait quelque chose, quoi. On n'avait pas trouvé la cohérence, quoi, en fait, du propos. Un piaf donc, que le joueur accompagnerait en musique. Une musique qui fut l'objet d'un travail énorme avec un collectif désormais rodé à l'exercice, Yubaba, déjà à l'origine des bandes originales de plusieurs productions DS, dont Soul Bubbles et Big Bang Mini. Pendant 2 ans et demi, ces derniers se sont énormément impliqués dans la production du jeu, pour apporter des idées de gameplay et jouer avec les musiques choisies afin d'habiller les différents environnements du jeu. Avec Yubaba, on a travaillé beaucoup sur différents gameplays, et en fait, au niveau de la sélection des morceaux, on a eu plusieurs phases. Donc on a eu une première phase où on a sélectionné tous les morceaux qui étaient libres de droit. Et on a décidé donc de construire tout notre jeu autour de ces musiques-là, jusqu'au moment où on a eu la possibilité de rencontrer EMI Records, qui nous a proposé un catalogue de musique contemporaine qui va de Jackson 5 à Screaming Jay Hawkins, en passant par Fame ou par Le Bon, la Brute et le Truand ou Les 7 Mercenaires. On a sélectionné dans cette liste de musique EMI des morceaux qui fonctionnaient très bien avec nos univers. On a eu 2 raisons principales pour lesquelles on a décidé de prendre des musiques existantes. C'est que dans un premier temps, on voulait que ce jeu parle à beaucoup de gens. On voulait qu'il ne touche pas spécifiquement une population qui jouait à des jeux musicaux ou pas spécifiquement une population qui jouait à des jeux de plateforme. On voulait quelque chose qui pouvait un peu transcender ces différentes catégories et qui pouvait nous permettre de toucher un grand public. Donc on a décidé non seulement de trouver des morceaux qui étaient excessivement connus. On voulait quelque chose où, même si on ne connaît pas l'artiste, et même si on ne connaît pas le titre du morceau, même si les 30 premières secondes du morceau nous paraissent inconnues, qu'au bout d'un moment, il y a une rythmique, il y a quelque chose qu'on ait déjà entendu quelque part. Et qu'on aime et qu'on a envie de travailler avec ces musiques-là. Il faut penser quand même que nous, on passe 3 ans avec ce jeu. On passe 3 ans tous les jours à regarder le jeu, à jouer, à l'améliorer au fil de l'eau.
Et c'est des musiques qu'on va écouter des dizaines et des dizaines de fois. Alors le premier proto qu'on avait fait était sur Au clair de la lune, parce que c'est quelque chose que nous on pouvait faire facilement, on pouvait générer en MIDI facilement sans avoir de matériel, etc. Donc on est parti sur le truc le plus simple pour faire un prototype, juste pour essayer. Et au bout de 2 semaines Au clair de la lune, c'était plus possible, c'était impossible. Donc on a décidé tout de suite de partir sur des musiques qu'on aimait bien, des musiques un peu sympathiques, des musiques un peu joviales. Maestro, Jumpin' Music est un vrai régal, et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, il part du constat qu'un jeu de plateforme est en soi une expérience de jeu musical, celle-ci étant par essence basée sur la notion de rythme. Difficile en effet de dissocier le souvenir de ces parties de Super Mario World par exemple, de la musique de chaque niveau et des bruitages rythmant les sauts du personnage. Un bon jeu de plateforme est en soi une mélodie à laquelle participe le joueur. Pasta Game a poussé cette idée dans ses retranchements pour finalement faire en sorte que le joueur accompagne le personnage principal, sans réellement le diriger puisque ce qu'il dirige, c'est la musique. Ensuite, l'univers graphique du jeu, mélange habile de 2D et de 3D, immerge le joueur dans un univers qui ravira les amateurs du beau pixel et d'environnements cartoon ou en couleur. Bref, Maestro, Jumpin' Music est un jeu qui se joue autant avec le stylet qu'avec les yeux et les oreilles.